En octobre 1492, Christophe Colomb et son équipage arrivent dans ce qu'on appelait dès lors le Nouveau Monde. Posant le pied sur le sable chaud de l'archipel des Bahamas, ils ne tardèrent pas à faire une drôle de découverte. Il n'y avait ni or, ni bâtiments, ni trésors, mais des indigènes dubitatifs face à ces grands vaisseaux marins. Les Occidentaux, si surpris de leur accoutrement, de leurs méthodes et de leurs mœurs, ne mirent pas longtemps avant de les considérer comme de véritables animaux. Et oui, il faut noter que certaines de ces tribus étaient cannibales, ce qui n'allait pas sans surprendre les Européens. Pourtant, un peu moins d'un siècle plus tard, un philosophe prit le temps de comprendre ces cannibales. À l'inverse de ses contemporains qui se moquaient des cannibales, lui ne les jugea pas, et par curiosité, entreprit de réfléchir à ces grandes différences culturelles qui les éloignaient. Montaigne, sans le savoir, avait mis la machine en route. Des siècles après sa mort, le chapitre des cannibales de ses fameux essais devint un des plus célèbres et des plus critiqués. Mais pourquoi? J'ai fait un sondage il y a quelques semaines dans lequel je vous demandais quel sujet vous aimeriez me voir aborder. L'un d'entre vous m'a proposé d'attaquer Montaigne et le relativisme moral, et je l'en remercie. Car si l'on entend souvent les notions d'antiracisme et de grand remplacement aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses que certains n'ont pas compris. Attaquons donc ces histoires de morale avec des yeux aguerris. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui pensent qu'une morale universelle s'applique à tous, peu importe le sexe, l'origine, le milieu ou la religion des individus. Ainsi, selon cette idée, vous auriez tendance à penser que tous les individus du monde suivent un seul et même système éthique. Si le Tchétchène ne tue pas, l'Américain ne tue pas non plus, de la même façon qu'un Botswanais qui passe par là. Pourtant, les questions de morale et les comportements qui en découlent sont beaucoup plus complexes que ça. Et c'est ce que nous allons voir en abordant le relativisme moral. Le relativisme moral est une doctrine qui se base sur la différence de culture et de valeurs des sociétés et consiste à penser que les valeurs morales ne peuvent être jugées objectivement. Le relativisme moral, ou relativisme culturel, est à l'opposé total de l'universalisme moral. Grossièrement, le relativisme moral dit que chaque culture a sa morale et que les notions de bien et de mal varient donc d'une culture à une autre. Ah, ces grandes notions de bien et de mal, sommes-nous vraiment au clair avec elles? Non, et c'est pourquoi nous allons maintenant nous y attaquer. En partant de la naissance d'une communauté. Dans les essais écrits par Montaigne, publiés en 1580, l'auteur dédie un chapitre, des cannibales, aux Amérindiens découverts un peu plus tôt par les Occidentaux. Apparemment curieux et intéressé, Montaigne nous décrit sur plusieurs pages les coutumes de ce peuple indigène. Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, auxquelles ils vont tout nus, n'ayant autres armes que des arcs ou des épées de bois. C'est chose émerveillable que de la fermeté de leurs combats, qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang, car de déroute et d'effroi, ils ne savent que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué, et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers, et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient, éloigné de quelques pas, de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun, et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas comme on pense, pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes. C'est pour représenter une extrême vengeance. Pour cela, les indigènes sont qualifiés de barbares, et leurs méthodes sont lourdement critiquées par les Européens. Pourtant, les traiter ainsi n'est pas très judicieux, car nous sommes peut-être aussi barbares que eux. Mais revenons un instant sur la manière dont se crée une culture. À l'état de nature, l'homme ne peut pas vivre seul. Celui-ci est obligé de s'associer avec ses semblables afin d'augmenter considérablement ses chances de survie. En effet, il ne va pas sans dire que les hommes travaillant en groupe développent une intelligence et une force collective qui leur permettent de trouver à manger, de se protéger des prédateurs, de boire et de se reproduire. Et pour la survie de tous les membres de ce groupe, il faut que le groupe devienne une communauté. C'est-à-dire que les membres de ces groupes doivent avoir des intérêts communs plus que protéger leur propre vie. Dès lors, les croyances, les histoires et les religions font leur apparition. Bien évidemment, les croyances qu'adoptent les communautés varient d'un groupe à un autre puisqu'elles ne viennent pas toutes du même environnement, n'ont pas non plus le même passé et la même imagination. Ainsi, en fonction des histoires auxquelles adhèrent les communautés, elles déterminent des rites et coutumes qui leur sont propres et c'est notamment ce qui les différencie des autres communautés. Chaque culture a donc un passé, des modèles et des croyances, desquels vont découler un système de valeurs. Un système de valeurs unique qui n'appartiendra qu'à cette communauté. Aujourd'hui, bien que la mondialisation tente à instaurer peu à peu des valeurs universelles, nous voyons encore que les Chinois, par exemple, sont du genre à soutenir leurs aînés en priorité, tandis que les Français, eux, mettent les jeunes au centre des préoccupations. Et ce n'est qu'un exemple de différence parmi d'autres. Beaucoup d'autres. Ce sont simplement deux systèmes de valeurs différents. Rien ne nous dit que celui de la Chine est mauvais ou inversement. Le fait est que les deux sont distincts.
Et cela s'explique principalement par des différences historico, politico, religioso, philosophiques entre la Chine et la France. En somme, chaque pays a sa propre culture qui lui permet d'instaurer ses propres valeurs à mesure du temps. Or, les habitants d'un pays grandissent en intégrant ces valeurs qui deviennent une norme pour eux. Ainsi, c'est le principe même du conditionnement, et on ne peut donc pas en vouloir à un Russe qui considérera qu'un sourire est un signe de laxisme ou d'hypocrisie. Mais tendant à croire que certaines de nos valeurs sont au-dessus des valeurs d'autres cultures, puisque c'est celles que l'on nous a toujours inculquées, nous, les Occidentaux, nous insurgeons contre les meurtriers qui tuent leurs frères humains. Pourtant, Montaigne, toujours curieux de comprendre les indigènes qui étaient vus comme des animaux par le reste des Français, fut du genre à relativiser lorsqu'il apprit que ceux-ci tuaient et mangeaient leurs ennemis. Or, je trouve qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on a rapporté. Sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Que savait-il de plus que nous? Vous connaissez sûrement Protagoras, le relativiste par excellence. Et si ce n'est pas le cas, vous connaissez au moins cette citation. L'homme est la mesure de toute chose. Autrement dit, Protagoras considérait que l'homme était le critère de la vérité et que la vérité était, par conséquent, subjective car dépendante de chacun. Montaigne, dans ses essais, reprend à peu près la même idée. Cette idée consiste à penser que les valeurs sont subjectives car elles dépendent toutes des cultures desquelles elles émanent. Chaque citoyen va parler des citoyens des autres cultures comme des étrangers, alors qu'il est lui-même étranger aux yeux des autres. Pourtant, il ne se considère pas comme tel. Cette façon que nous avons de nous considérer en tant que culture comme le centre du monde est profondément ancrée en nous. De par notre éducation, notre expérience et nos expériences sensibles, nous avons fait nôtre la rationalité de la culture dans laquelle nous avons le plus baigné, à tel point que, passé un certain temps, on voit le monde à travers les lunettes de notre culture. De la même manière qu'il serait bizarre pour un Français de ne pas pouvoir manifester, il serait étrange pour un Tchétchène de voir un de ses semblables aller à un mariage homosexuel. Il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie. Et s'il y en a, prenez-les au Canada. Ce n'est pas anodin si Montaigne parle d'un nouveau monde pour désigner l'Amérique dans ses essais. Les différences entre les pays sont parfois si grandes que nous pourrions presque considérer chaque pays et chaque État comme un monde à part entière. Se nourrissant de la sécurité et du confort que lui apporte le groupe, le membre d'une communauté, en échange, adhère à son système de valeurs et agit de telle sorte que ce système reste pérenne. Ainsi donc, la question de la légitimité de notre jugement vis-à-vis des autres cultures se pose. Et c'est là que Montaigne devient catégorique. Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Oui, il faut rappeler à l'époque que les Occidentaux pratiquaient encore la torture. En ce sens, Montaigne considérait que la torture était égale, voire pire que le cannibalisme. Dans le chapitre des cannibales, il laissera d'ailleurs les indigènes dialoguer, et on les verra donc critiquer la France selon leur propre rationalité. Pour eux, la monarchie française était fragile et n'avait aucune légitimité, car elle permettait seulement au roi de sang de gouverner, sans chercher quelques rois compétents. Encore, ils estimaient que les inégalités sociales entre riches et pauvres étaient injustes et risquaient de déclencher de graves problèmes entre les citoyens. Bref, chaque culture voit les choses à sa façon, selon ses propres valeurs et sa propre morale. C'est le relativisme moral. Maintenant, soit on accepte cette idée, soit on continue à tout juger selon notre propre système, et on tombe dans l'ethnocentrisme total. Selon Montaigne, voilà donc ce qu'il nous faut faire, suspendre son jugement. Bien sûr, on peut se permettre de juger un système que l'on connaît, encore que nos jugements soient raisonnables et justifiés. Mais dans le cas où l'on traite d'autres cultures, il vaut mieux laisser son jugement au repos, qui ne sera pas apte à saisir rapidement la logique des dits étrangers. Cela dit, estimer que l'on ne peut pas s'accommoder des valeurs des habitants d'autres pays, c'est aussi considérer qu'il sera toujours difficile de vivre ensemble sur de mêmes territoires. À l'ère où l'on peut partir quand on veut, où on veut, est-il réaliste de s'arrêter à dire que le bien et le mal sont relatifs? Cela ne risque-t-il pas de créer toujours plus de tensions? Nous allons voir s'il est possible d'instaurer des valeurs universelles. Car au niveau mondial, s'accorder sur une vision belle et juste du monde, c'est aussi augmenter nos chances de faire de cette vision une réalité. Bien que chaque pays évolue selon ses propres valeurs, il nous faut reconnaître que l'on trouve, au niveau mondial, des principes inhérents à la plupart des civilisations. Ne pas tuer, ne pas voler, plus globalement, ne pas nuire de quelque façon que ce soit à son prochain. Et bien que ces principes existent depuis longtemps, ils peuvent être revus pour certains peuples qui, dans certaines situations, jugeront bon de les dépasser. Par exemple, il est interdit d'infliger la mort à quelqu'un en France. Mais il y a des cas extrêmes où l'on doit tuer pour se protéger et protéger les autres. C'est la même chose aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Tous ces principes qui varient
arrivent plus ou moins d'un pays à un autre sont mises en place dans le but de servir les habitants de ce pays. Cela doit leur permettre de vivre la vie la plus simple et la plus confortable possible. Et chaque culture trouve sa propre manière d'atteindre cet objectif. C'est pour cela qu'il ne faut pas juger la culture des autres en partant de la nôtre. L'indigène qui ne tuera pas son ennemi pour le manger pourra presque se considérer comme perdant puisqu'il n'a pas eu son extrême vengeance. Et c'est pour cela qu'il en arrivera à l'assommer pour s'en nourrir. Autrement dit, il est communément admis que tuer, voler ou torturer sont des actes qui nuisent à la vie en société. Alors que dans certaines situations, ces actes nuisibles peuvent être utiles. Tout dépendra de la conception de chacun. Et c'est là le problème auquel nous sommes confrontés dans le but d'imposer des valeurs universelles. Les partisans de la peine de mort n'ont pas tort et sont légitimes de se battre pour leur cause dans le sens où ils considèrent que les meurtriers à condamner seront pour toujours nuisibles à la vie en société s'ils ne sont pas éliminés. A l'inverse, les partisans du droit à la vie estimeront que pour que la vie en société soit bonne, il faut être tolérant et altruiste avec les autres. Et par conséquent, miser sur l'accompagnement plutôt que sur une condamnation définitive, la mort. Nous le voyons donc, l'affaire est complexe. Si nous voulons déterminer des valeurs universelles, nous devons le faire en commun, au niveau mondial, et se rappeler qu'aucun pays ne doit avoir plus d'importance que les autres, sinon ce ne serait pas vraiment universel. Dans ce cas-là, quel pays serait apte à juger telle ou telle valeur comme méritant d'être universelle? Faut-il qu'il y ait consensus, sachant qu'en plus nous sommes limités par le langage, qui varie d'un pays à un autre? Ainsi donc, certains mots et certains concepts n'ont pas les mêmes définitions pour tous. Laisser un ou plusieurs pays faire ses choix serait injuste envers les pays qui n'ont pas eu leur mot à dire. D'autant plus que les lois changent vite, et qu'il serait donc très compliqué de trouver un accord pour longtemps au sein du système complexe de cultures cohabitant sur la planète. En ce sens, on peut alors dire qu'il n'y a aucune valeur universelle véritable et qu'il est préférable de maintenir le statu quo afin d'éviter des tensions. Mais alors, devons-nous prôner la tolérance envers les autres, quoi qu'ils fassent? Comment peuvent bien vivre ensemble plusieurs cultures qui seraient amenées à cohabiter? L'histoire nous l'a montré. Les situations de cohabitation entre plusieurs communautés mènent quasi systématiquement à des guerres ou autres violences. Le choc de deux cultures fondamentalement opposées peut faire des dégâts. Et cela pourrait en partie être évité grâce à des valeurs universelles. Valeurs universelles auxquelles il faudrait se soumettre, qui que l'on soit, quoi que l'on fasse. Dans les essais, Montaigne nous invite à voyager, à rencontrer de nouvelles cultures pour enrichir et stimuler sa réflexion. Selon lui, changer de paradigme et d'environnement en changeant de pays est un bon moyen de prendre de la hauteur intellectuellement parlant. Autant car cela attise la curiosité, et la curiosité est à l'origine de tout apprentissage, et autant car cela oblige à critiquer sans juger et à assimiler des informations et des fonctionnements nouveaux pour nous. De cette manière, découvrir une nouvelle culture peut représenter un bon moyen d'enrichir la sienne. Ainsi, se confronter à d'autres réalités, partir dans de nouveaux mondes, en acceptant leur mode de fonctionnement tout en travaillant pour les comprendre le mieux possible, constitue le meilleur moyen de découvrir en profondeur leurs plus importantes valeurs. Les valeurs de tous ces pays, une fois réunies, peuvent être examinées et décortiquées de sorte que nous découvrions ce qui lie intrinsèquement toutes les communautés. Partant de ça, nous pourrions créer une morale, assez globale pour qu'elle convienne au monde, mais assez précise pour qu'elle soit quand même utile. Finalement, partant d'une vision commune à tous les hommes, un idéal de paix et de solidarité pourrait être instauré, malgré les différences qui continuent à régner entre les communautés. Dès lors, nous ferions de ces différences une force pour nous rapprocher, car elles n'ont surtout pas à être éliminées. Ce sont ces différences qui participent à la beauté. Elles doivent être acceptées et utilisées comme un levier pour enrichir la vie en communauté. Collectivement, il nous faut débattre, critiquer et évaluer, afin de déterminer ensemble ce qu'il est juste ou non de conserver. Sortez de l'ombre, jeunes penseurs. Il faut partager pour progresser. Et n'oubliez pas une chose, votre curiosité est votre allié. Grâce à elle, vous avez appris à marcher, appris à parler, appris à communiquer. Une fois marié avec elle, vous ne pourrez plus vous en séparer. Et c'est tant mieux, car c'est grâce à elle que vous atteindrez des sommets. Par contre, laissez tomber. Laissez tomber son mauvais côté qui vous amène à vous intéresser à des choses qui ne vont faire que vous hébéter. Une femme. Elle est un super outil, à condition que vous y ajoutiez cette petite dose d'esprit critique.